Nous allons commencer par une série de vidéos sur les troubles hydroélectrolytiques, en commençant aujourd'hui par l'hyponatrémie. L'hyponatrémie est définie comme un taux de sodium, une concentration de sodium dans le plasma inférieure à 135 millimoles par litre. Alors, nous allons commencer par quelques définitions pratiques qui nous aideront pour la prise en charge ultérieure. Première définition, c'est le temps. Donc, qu'est-ce qu'une hyponatrémie aiguë? Une hyponatrémie chronique. Une hyponatrémie aiguë est une hyponatrémie qui s'installe en moins de 48 heures. Elle sera dite chronique si son installation dépasse les 48 heures. Il faut savoir que toute hyponatrémie dont le début n'est pas connu est considérée comme chronique, parce que généralement les hyponatrémies chroniques sont le plus souvent donc asymptomatiques. Et c'est cette partie-là qui va être le plus développée dans la prise en charge. Quelques autres définitions. Il faut savoir que le problème de l'anatrémie, c'est l'osmolarité. Donc l'anatrémie équivaut essentiellement à l'osmolarité. Qu'est-ce que l'osmolarité? L'osmolarité, c'est la concentration de toutes les substances dissoutes dans une solution. Quel est le rôle de l'osmolarité? L'osmolarité va permettre le mouvement de l'eau entre deux compartiments séparés par une membrane. En physiologie, vous savez qu'il y a deux grands compartiments, le compartiment extracellulaire et le compartiment intracellulaire. Les deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable, qui est la membrane plasmique. Cette membrane va laisser quelques ions passer et essentiellement donc empêcher d'autres ions de passer, enfin d'autres substances de passer. Cette différence de passage d'ions va permettre le mouvement de l'eau entre les deux compartiments. Ce mouvement se fait selon un gradient d'osmolarité. En fin de compte, l'eau va aller du compartiment le moins osmolaire, c'est-à-dire où la concentration des substances est la plus basse, vers le compartiment le plus osmolaire, c'est-à-dire où la concentration des substances est la plus élevée. Et ce, dans le but d'équilibrer l'osmolarité. Donc, en général, à un instant donné, donc, les deux compartiments ont toujours la même concentration, c'est-à-dire que l'osmolarité du milieu intracellulaire est égale à l'osmolarité du milieu extracellulaire. Et c'est ça qui va nous amener plus tard à comprendre comment se fera la prise en charge. Si nous envisageons les constituants des deux milieux, en commençant par le milieu extracellulaire, vous savez que le milieu extracellulaire est compartimenté en deux parties, le plasma, le compartiment sanguin, et l'interstitium. La différence entre le plasma et l'interstitium se fait essentiellement pour les protéines qui sont plus retrouvées au niveau du plasma. Sinon, pour les autres substances, la composition du plasma est très proche de la composition de l'interstitium. Nous retrouvons essentiellement le sodium, donc une concentration d'environ 140 millimoles par litre.
Il existe aussi du potassium à une concentration d'environ 4 millimoles par litre. Du glucose à une concentration de 5,5 millimoles par litre. Et de l'urée à une concentration d'environ 5 millimoles par litre. Toutes ces substances sont dissoutes dans le liquide, dans la solution, au niveau du plasma ou dans l'interstitium, et donc ils vont représenter l'osmolarité. Donc pour l'osmolarité du plasma ou de l'interstitium, c'est la somme de toutes ces concentrations. Sachant que pour chaque cation, nous avons obligatoirement un anion, et donc qui est aussi dissous, et sa concentration va participer à l'osmolarité. Donc l'osmolarité du milieu extracellulaire, c'est-à-dire du plasma, égale à la somme de l'osmolarité de la concentration du sodium plus la concentration du potassium qu'on multiplie par 2 plus la glycémie et l'urémie. Le tout nous donnera donc l'osmolarité totale du plasma. Comme nous avons dit tout à l'heure, l'osmolarité du milieu intracellulaire est égale à l'osmolarité du milieu extracellulaire. Donc l'osmolarité du plasma, cette osmolarité-là est la même que l'osmolarité du milieu intracellulaire. Deuxième définition qu'il faut comprendre, c'est la tonicité ou osmolarité efficace. Donc si l'osmolarité c'est la concentration de toutes les substances dissoutes dans une solution, l'osmolarité efficace ou tonicité c'est la concentration des substances dissoutes mais qui ne passent pas la barrière entre les deux milieux, c'est-à-dire la membrane plasmatique. Globalement, donc la tonicité c'est la concentration des substances imperméables, dont la membrane est imperméable. Nous savons que le sodium c'est la principale substance, le principal élément qui est donc dans la membrane plasmique est imperméable. Donc le sodium représente la principale concentration de l'osmolarité efficace. L'urée passe librement la barrière plasmatique et donc ne participe pas à l'osmolarité efficace, ne participe pas à la tonicité. Le glucose passe la membrane mais il doit être aidé par des transporteurs qui peuvent ne pas exister ou être défaillants. C'est le cas donc du diabète. Donc le glucose participe à l'osmolarité efficace essentiellement quand la glycémie dépasse la glycémie normale, c'est-à-dire quand elle est supérieure à 1,2 ou 1,26 g par litre. Globalement, donc le principal constituant de l'osmolarité efficace, c'est le sodium. Donc la tonicité est proche de la concentration du sodium. D'où vous comprenez que toute hyponatrémie, pour qu'elle puisse être pathologique, elle doit induire une hypotonicité. Donc l'hyponatrémie, sa principale conséquence physiopathologique ou principale conséquence pathologique, c'est l'hypotonicité. Donc, comme nous avons vu, la tonicité est représentée essentiellement par le sodium et une partie par le glucose quand le taux de glucose dans le sang est élevé. L'urée ne participe pas à la tonicité. Donc, à chaque fois que nous avons une hyponatrémie, le problème majeur, ça sera bien sûr l'hypotonicité. Donc, l'hyponatrémie pathologique est égale à une hypotonicité, c'est-à-dire une hypoosmolarité efficace. Mais, comme nous le verrons, il n'y a pas toujours, dans toutes les hyponatrémies, une hypotonicité. Et c'est ça qui va conditionner la prise en charge. Donc nous allons passer maintenant à un algorithme de prise en charge de l'hyponatrémie. Donc vous êtes appelé aux urgences ou vous avez un patient donc, qui est hospitalisé et on vous demande, et vous voyez dans le bilan, on vous demande que
le patient présente une hyponatrémie, c'est-à-dire un taux de sodium dans le plasma inférieur à 135 mmol par litre. Premier réflexe à avoir, c'est de chercher ou d'éliminer une fausse hyponatrémie. C'est-à-dire, en fait, une hyponatrémie sans hypoosmolarité. Globalement, comme nous avons vu tout à l'heure, l'osmolarité c'est la somme du sodium x 2 plus le glucose et l'urée. Donc les fausses hyponatrémies, c'est-à-dire les hyponatrémies sans hypoosmolarité, c'est l'augmentation des autres osmoles. Essentiellement, celui qui est tonique et qui est naturel, c'est le glucose. Donc devant toute hyponatrémie, il faut éliminer une hyperglycémie qui augmenterait l'osmolarité en contrebalançant la baisse de la natrémie. Globalement, soit vous calculez l'osmolarité en prenant en compte la glycémie, soit vous dites que pour toute baisse, pour toute augmentation de 0,5 g par litre de glucose dans le sang, vous avez une baisse de environ 1 millimol par litre du sodium. Et parfois cette formule simple, vous allez pouvoir déterminer très rapidement si votre hyponatrémie est réelle ou si elle est fausse. Donc, premier réflexe à avoir, hyponatrémie, éliminer une fausse hyponatrémie en voyant ou en calculant la natrémie corrigée par rapport à la glycémie. Vous avez d'autres fausses hyponatrémies, mais qui, elles, sont plus anecdotiques, on va dire. C'est les hyponatrémies associées à une autre augmentation de tonomol, c'est-à-dire autre substance avec une tonicité, participant à la tonicité, c'est-à-dire le mannitol ou le glycérol. Le mannitol ou le glycérol donc, sont des substances exogènes, mais qui ne passent pas la membrane plasmique et donc augmenteront la tonicité. Bon, soit on a deux situations, soit on peut calculer soit on peut mesurer l'osmolarité du plasma. L'osmolarité du plasma est mesurable et là on va faire la différence entre l'osmolarité calculée et l'osmolarité mesurée, c'est ce qu'on appelle le trou osmolaire. Et là, on va trouver qu'il y a une différence. Cette différence est expliquée par ces substances osmotiquement actives. Soit on a la situation, on connaît la situation du patient, c'est-à-dire que le patient a déjà reçu du mannitol ou du glycérol, essentiellement dans les cadres de neurochirurgie ou d'ophtalmologie. On peut avoir aussi une hyponatrémie associée à une osmolarité normale, mais sans que ces osmoles soient des tonomoles. Et là, donc, on dira que c'est une hyponatrémie isosmolaire. Cette hyponatrémie isosmolaire est essentiellement liée à l'augmentation de l'urée, qui est donc un osmole, mais qui n'est pas tonomole, donc non osmotiquement actif, l'hyperurémie, ou d'autres substances exogènes, telles que l'éthanol ou le méthanol. Dans les intoxications aux alcools. Théoriquement aussi, donc une hyponatrémie, il faut éliminer les pseudo-hyponatrémies, qui sont donc les hyponatrémies par augmentation du volume plasmatique par d'une substance qui ne sont pas dissoutes, telles que les protéines ou les lipides. Dans ce cas-là, on dira que c'est une pseudo-hyponatrémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas modification de l'osmolarité de l'interstitium. Et comme nous avons vu tout à l'heure, c'est l'interstitium qui représente la majeure partie du milieu extracellulaire. Et donc une non-modification de la concentration de sodium dans l'interstitium n'induira pas une hypotonicité. Mais globalement, ces états sont assez rares. Et on les voit très peu aux urgences ou dans la pratique courante. Donc globalement, devant une hyponatrémie, le réflexe à avoir, c'est de voir la glycémie et
calculer la natrémie corrigée par la formule que je vous ai donnée, enfin une simple méthode à utiliser. Après avoir éliminé ces états-là, essentiellement donc la fausse hyponatrémie par hyperglycémie, nous allons dire que c'est une hyponatrémie vraie ou hyponatrémie hypoosmolaire. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une hypotonicité. La suite de la prise en charge sera conditionnée par la présence ou pas de symptomatologie. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, l'hyponatrémie est le plus souvent chronique, donc asymptomatique. Donc le plus souvent, une hyponatrémie, comme nous avons vu tout à l'heure, elle est asymptomatique. Et généralement, elle serait asymptomatique quand elle s'installe en plus de 48 heures, c'est-à-dire que c'est une hyponatrémie chronique. Pourquoi est-ce qu'une hyponatrémie chronique, c'est-à-dire que ça s'installe plus de 48 heures, est asymptomatique, alors qu'une hyponatrémie aiguë, même moins profonde, serait symptomatique? Pour cela, donc, il faut revoir la physiopathologie de la symptomatologie de l'hyponatrémie. Donc, nous avons dit que le principal problème d'une hyponatrémie, c'est l'hyposmolarité. L'hyposmolarité induit un mouvement d'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Si nous avons une hyposmolarité, c'est que même l'osmolarité du milieu intracellulaire a baissé. Si l'osmolarité du milieu intracellulaire a baissé, c'est qu'il y a eu un mouvement d'eau du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, c'est-à-dire que l'eau intracellulaire a augmenté. Enfin, par la concentration, la quantité. Et donc, une hyposmolarité ou une hyponatrémie vraie est une hyperhydratation intracellulaire. Et ce, dans toutes les cellules de l'organisme. Globalement, en répartissant d'une façon donc équitable, on va dire, l'eau entre toutes les cellules de l'organisme, la plupart des cellules n'auront pas une grande augmentation de leur volume. Par contre, le volume total du tissu aura augmenté. Et ça va induire essentiellement une symptomatologie dans les régions où aucune augmentation de volume n'est possible, essentiellement donc au niveau cérébral. Donc l'hyponatrémie induit une augmentation du volume cellulaire cérébral. Et c'est pour ça que la symptomatologie de l'hyponatrémie est essentiellement neurologique. Mais cette symptomatologie, on a dit qu'elle ne s'installe que quand l'hyponatrémie est aiguë et donc dont l'installation est rapide en moins de 48 heures. Par contre, si cette installation se fait en plus de 48 heures, il y a une adaptation cérébrale à cet état pathologique d'hypoosmolarité. Cette adaptation se fait comment? Elle se fait par l'excrétion de tonomoles, donc ce sont des acides aminés, des petites amines, des petites molécules organiques qui vont permettre d'augmenter l'osmolarité et donc de s'adapter à ce nouvel état d'hyponatrémie. Globalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le cerveau, donc milieu intracellulaire, milieu extracellulaire au niveau cérébral. Il y a une augmentation de l'eau intracellulaire. Le cerveau va synthétiser des tonomoles qu'il va excréter à l'extérieur de la cellule pour maintenir l'eau en dehors de la cellule et donc il n'y aura pas une augmentation de l'eau intracellulaire parce que ces tonomoles,
c'est des amines qui ne sont pas essentielles, par exemple la taurine, qui vont se retrouver au milieu extracellulaire. Cette adaptation prend quelques heures, voire parfois donc un jour ou deux, mais permettra une tolérance de cette hyponatrémie, parfois même très profonde. Donc cette tolérance, qui est induite par ce nouvel état physiopathologique, fait que l'adaptation à la correction sera aussi lente. C'est-à-dire qu'il va falloir à la cellule de synthétiser de nouveaux tonomoles, une nouvelle fois ces acides aminés, pour qu'il puisse reprendre son état initial. Donc globalement, il y a eu un cerveau normal. Vous avez une osmolarité intracellulaire qui est faite de potassium, comme toutes les cellules, et d'acides aminés, dont la synthèse peut être régulée et qui pourront être excrétés à l'extérieur de la cellule pour maintenir une osmolarité. Et cette synthèse et ce jeu du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire de ces tonomoles, de ces acides aminés, prend quelques heures, un jour ou deux, et donc toute modification de l'osmolarité, que ce soit une augmentation ou une diminution de l'osmolarité, ne doit pas être assez rapide pour ne pas empêcher ou entraver ce mécanisme d'adaptation. Si nous allons remonter rapidement l'osmolarité d'un patient qui est en hyponatrémie, c'est-à-dire qui s'est adapté à cette hyponatrémie en sécrétant ses osmoles, on va créer rapidement un état d'hyper-osmolarité relative au milieu intracellulaire cérébral, et ça va induire des complications. La principale complication, on va la voir tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle la myélénolyse centropantine. Donc si nous récapitulons, il y a un mécanisme d'adaptation lent du cerveau à l'hyponatrémie qui explique que la plupart des hyponatrémies ne soient pas symptomatiques. Ce mécanisme d'adaptation est expliqué essentiellement par l'excrétion de petites molécules d'acides aminés non essentiels du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Cette sécrétion induira un appel d'eau vers le milieu extracellulaire et permettra de rétablir le volume intracellulaire. La symptomatologie, comme nous avons vu, la symptomatologie d'une hyponatrémie est essentiellement neurologique. Elle ne dépend pas que de la profondeur de l'hyponatrémie, mais elle dépend essentiellement de sa vitesse d'installation, parce qu'il y a une adaptation cérébrale lente à l'hyponatrémie. Donc globalement, nous pouvons déterminer deux grands types de symptomatologie. Une symptomatologie dite modérée ou une symptomatologie sévère. Globalement, les céphalées, les nausées constituent les signes d'une symptomatologie d'hyponatrémie modérée. Par contre, les vomissements, un coma, une instabilité hémodynamico-respiratoire vont constituer les signes d'une hyponatrémie sévère. Vous avez aussi bien sûr les convulsions. Donc devant une convulsion, il faut penser, surtout chez le sujet jeune, il faut penser à une hyponatrémie. Globalement, c'est cette catégorie de patients qui sera corrigée, c'est-à-dire dans l'hyponatrémie doit être corrigée. C'est-à-dire que la correction de l'hyponatrémie va s'adresser essentiellement à cette catégorie de patients. Et cette catégorie de patients nécessite donc la perfusion de sérum salé hypertonique par différents protocoles. Globalement, le protocole qui est proposé, c'est du sérum salé hypertonique à 3%, où on va donner globalement 150 ml de sérum salé à 3% en 20 minutes.
C'est ce qui permettra une augmentation d'environ 1 millimol par litre. Et cette augmentation est suffisante pour corriger la symptomatologie. C'est-à-dire que l'objectif d'une correction d'une hyponatrémie symptomatique, c'est la disparition de la symptomatologie et non pas la normalisation de l'anatrémie. Si cette symptomatologie est modérée, une seule dose suffit. Si elle est sévère, on répétera jusqu'à 3 fois par heure cette correction et jusqu'à amenuisement de la symptomatologie. S'il n'y a pas de disparition de la symptomatologie, il faut considérer une autre cause à ces signes cliniques. Globalement, pour préparer du sérum salé hypertonique à 3%, nous pouvons utiliser 3 grammes de NaCl, c'est-à-dire essentiellement du sérum salé à 10%, qu'on mettra dans 120 ml de sérum salé isotonique ou d'eau distillée, d'eau de préparation pour perfusion ou de sérum glucosé à 5%. Si c'est dans du sérum salé isotonique, vous pouvez vous permettre de mettre 2 grammes parce que 100 ml de sérum salé isotonique contiennent déjà, 120 ml contiennent déjà 1 gramme. Donc 2 grammes de plus suffiront pour avoir du sérum salé à 3%. Donc cette catégorie de patients est essentiellement celle qui est concernée par une correction par du sérum salé hypertonique. Si, après disparition de la symptomatologie, si l'hyponatrémie est d'emblée asymptomatique, la prise en charge se basera essentiellement sur les mécanismes, sur la compréhension du mécanisme de cette hyponatrémie. Globalement, nous allons compartimenter ça en 3 catégories. Une hyponatrémie, quand on a une hyponatrémie, il faut voir l'état d'hydratation du milieu extracellulaire. Nous avons 3 possibilités, soit le volume extracellulaire est bas, soit il est normal, ou il est augmenté. Sur le plan physiopathologique, une hyponatrémie est essentiellement due à une modification du métabolisme de l'ADH. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a une augmentation de l'ADH. L'ADH est une hormone qui est responsable de la rétention hydrique et donc la rétention d'eau libre. Cette ADH va permettre d'augmenter l'eau totale. En augmentant l'eau totale, elle va dissoudre les autres substances, essentiellement le sodium, et c'est ça qui est à l'origine c'est le principal élément qui est à l'origine d'une hyponatrémie. Dans les 3 situations que nous verrons, là, il y a toujours une augmentation d'ADH. Mais cette augmentation d'ADH, selon la situation dans laquelle nous nous trouvons, la cause est différente et donc la prise en charge sera adaptée à cette cause. Donc, dans le premier cas, dans une hyponatrémie avec volume extracellulaire bas, on parlera d'hyponatrémie de déplétion, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une perte de sodium, mais cette perte de sodium est relativement inférieure à la perte d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une rétention d'eau supérieure par rapport à la perte de sodium, et ça, c'est dû à l'ADH. L'hypovolémie est un des principaux stimulus après l'hyperosmolarité de l'ADH. Donc, devant toute hypovolémie, nous avons une stimulation de l'ADH qui va permettre de retenir l'eau, rétention hydrique, et donc compenser les pertes d'eau. Nous avons une compensation des pertes d'eau par l'ADH, mais il n'y a pas de compensation des pertes de sodium par l'ADH, et donc nous avons relativement plus d'eau dans le corps que de sodium. Vous savez que l'hypovolémie stimule aussi la sécrétion d'angiotensine et d'aldostérone, qui eux permettent la rétention de sodium et d'eau, et donc ne vont pas corriger cette perte de sodium.
Globalement, dans les hypovolémies, nous avons souvent une perte d'eau et une perte de sodium, mais une perte de sodium qui est supérieure. Quand la perte de sodium est supérieure à la perte d'eau, nous aurons associé à cette hypovolémie une hyponatrémie. Donc, pour corriger cette hyponatrémie, il va falloir essentiellement remplacer le sodium perdu, mais surtout corriger cette hypovolémie qui est à l'origine de la sécrétion d'ADH. Et donc, en corrigeant l'hypovolémie, nous allons arrêter la rétention d'eau libre et donc nous corrigerons l'hyponatrémie. Dans l'algorithme de prise en charge, si la situation si on ne connaît pas les pertes de sodium et d'eau, c'est-à-dire que si on ne connaît pas la cause de cette hypovolémie, nous pouvons nous aider de la natriurèse. Si le sodium urinaire est bas, c'est-à-dire inférieur à 20 mmol par litre, c'est que la cause est extrarénale, globalement digestive, vomissement, diarrhée, etc. Si le sodium urinaire est élevé, c'est que la cause est rénale, c'est-à-dire qu'il y a une perte rénale, des pertes rénales, une tubulopathie ou une polyurie osmotique, etc., qui est à l'origine de cette perte de sodium. Dans ce cas-là, la prise en charge va se baser essentiellement par l'administration de solutés contenant du sodium et qui vont corriger l'hypovolémie. Le principal soluté, ça sera le sérum salé isotonique. Le sérum salé isotonique contient 154 milli-équivalents, c'est-à-dire millimoles par litre de sodium. Donc il est beaucoup plus riche que le plasma, même normal, en sodium. Et donc quand le plasma est déjà en hyponatrémie, il y a une différence assez importante de concentration de sodium entre le plasma et cette solution. Et nous avons aussi, cette solution va corriger l'hypovolémie et donc elle va encore arrêter le stimulus principal de sécrétion d'ADH et donc de rétention hydrique. Et donc elle va corriger l'hyponatrémie encore d'une façon plus que ce qui est prévu par l'administration de sodium en lui-même. Si le volume extracellulaire est normal, c'est qu'il y a une sécrétion d'ADH qui est anormale. Parce que si nous avons une hyponatrémie sans qu'il y ait une modification du volume extracellulaire, c'est qu'il n'y a pas d'échange entre le milieu extracellulaire et l'extérieur, ni en perte, ni en pas de perte de sodium. Et donc, ce sera un gain seul d'eau, et le gain d'eau tout seul, c'est essentiellement les modifications de l'ADH. C'est essentiellement dans le cadre du syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, ou bien, dans certains cas pathologiques psychiatriques, de potomanie. C'est-à-dire qu'il y a une absorption d'eau libre seule. Nous avons aussi une autre situation pathologique, c'est l'hypothyroïdie. Dans ces cas-là, la prise en charge sera essentiellement de trouver l'étiologie de cette SIADH qui sont multiples et variées. Et le traitement va se baser essentiellement sur la restriction hydrique. C'est-à-dire qu'il y a une rétention d'eau, il ne faut pas alimenter cette rétention d'eau. On appellera ça donc une hyponatrémie de dilution. On peut, dans les cas où nous ne pouvons pas trouver le facteur sécrétant l'ADH ou qu'on ne peut pas le traiter, proposer d'autres traitements, d'autres thérapeutiques un peu plus lourds, tels que l'urée, généralement 30 grammes par jour, mais il a un goût assez désagréable
il est évité actuellement. Ou bien, nous avons à notre disposition maintenant, et ce n'est pas encore disponible chez nous, c'est les antagonistes des récepteurs de l'ADH, récepteur V2 de l'ADH, tel que le tolvaptan. Nous pouvons aussi proposer des diurétiques pour accélérer cette perte d'eau, mais généralement, une restriction hydrique suffit. Parce qu'il n'y a pas de modification du sodium, il n'y a pas de modification du capital sodé dans l'hyponatrémie de dilution. Les hyponatrémies avec augmentation du volume extracellulaire, c'est-à-dire c'est une hyponatrémie avec globalement des œdèmes, un tableau d'œdèmes, d'acide. C'est les hyponatrémies dites d'inflation. Dans ce cas-là, l'hyponatrémie est due à une rétention hydrosodée, mais avec une rétention hydrique supérieure à la rétention sodée. Pourquoi il y a une rétention hydrique supérieure à la rétention sodée? Parce que il y a toujours une sécrétion d'ADH stimulée par l'état pathologique en question, essentiellement chez les insuffisants cardiaques, les cirrhotiques et les insuffisants rénaux. Essentiellement l'insuffisance rénale aiguë oligoanurique, où il y a un état d'hypovolémie relative, c'est-à-dire il y a une hypoperfusion rénale qui va induire une sécrétion d'ADH et donc une rétention hydrique. Dans ce cas-là, le traitement va se baser sur la restriction hydrique, parfois même une restriction hydrosodée avec des diurétiques. Donc, comme vous pouvez le voir, dans les trois situations pathologiques, aucune d'elles, nous n'avons proposé du sérum salé hypertonique pour corriger cette hyponatrémie, parce que, en connaissant le mécanisme physiopathologique de chaque hyponatrémie, nous pouvons la corriger en arrêtant le mécanisme à l'origine de cette hyponatrémie. Et donc globalement, la correction se fera assez lentement pour ne pas induire la complication redoutée d'une correction trop rapide d'une hyponatrémie qui est la myélinolyse sans tropantine, tout en corrigeant d'une façon adaptée et dans le temps cette hyponatrémie. Comme nous avons vu, dans les trois situations pathologiques, une correction en ajoutant du sodium en supraphysiologique n'est pas recommandée. Dans le premier cas, il faut corriger l'hypovolémie en donnant du sérum salé isotonique qui va apporter assez de sodium pour corriger les pertes sodiques et surtout assez de sodium et d'eau pour corriger l'hypovolémie. Dans les deux autres cas, il y a soit trop d'eau et de sodium, et donc dans les deux cas, il n'y a pas de défaut de sodium, il n'y a pas de perte totale de sodium. Il faudra faire une restriction hydrique, voire même diminuer ce sodium, comme dans le cas d'une augmentation du volume extracellulaire, par des diurétiques. En somme, il n'y a pas lieu de calculer le déficit sodique quand on a une hyponatrémie, parce qu'une hyponatrémie n'est pas forcément, ou dans la plupart des cas, n'est pas liée à une diminution du sodium total, et donc il n'y a pas lieu d'apporter plus de sodium chez ces patients-là pour pouvoir corriger ou traiter cette hyponatrémie.